mon conseil, pour les assemblées générales, je vous dis au-delà de 10%, c'est vous convoquez par correspondance, enfin, les syndics convoquent par correspondance, mais ils essayent au maximum d'organiser une réunion en visio entre la réception des convocations par les copropriétaires et le délai limite pour envoyer les convocations, qui est 3 jours francs avant l'Assemblée générale. Donc, une réunion qui est d'information, ce n'est pas un vote, il faut bien expliquer aux copropriétaires, mais ça a beaucoup d'avantages. Ça permet aux copropriétaires de s'exprimer, d'échanger entre eux, parce que s'ils ne peuvent pas, ils vont se sentir dépossédés de leurs décisions et de leur immeuble. Et puis, en retour, au syndic, ça permet de garder le lien avec les copropriétaires. Et bien évidemment, et là, on arrive au sujet, les intervenants extérieurs peuvent participer à ces visios, c'est absolument pas interdit, c'est-à-dire les maîtres d'œuvre, les entreprises, les bureaux d'études, enfin tous ceux qui peuvent répondre aux copropriétaires pour les informer. Et comme ça, une fois ayant participé à cette réunion distancielle, les copropriétaires peuvent remplir leur questionnaire dans de relativement bonnes conditions. Là, ça demande un gros travail d'anticipation de la part des syndics, parce que auparavant, bon, l'ordre du jour était relativement précis, mais on pouvait laisser des points en blanc. Enfin, et puis, bon, au cours de l'Assemblée générale, on s'adaptait. Maintenant, vote par correspondance, on ne peut plus s'adapter. C'est-à-dire que c'est oui, c'est non, et c'est oui ou c'est non à quelle question. Si la question, il y a des blancs, on ne sait pas à quoi on répond. Et à partir de là, il va y avoir des frustrations et des risques de contestation. Donc, moi, je conseille aux syndics qui m'interrogent, il y a vraiment énormément de questions à l'heure actuelle, si vous relisez votre questionnaire, parce que bien souvent le questionnaire, enfin, c'est un copier-coller de l'ordre du jour, mais il faut relire le questionnaire et en se disant à chaque fois, je vais recevoir les questionnaires remplis sur la base de ça, est-ce que je vais pouvoir les exploiter? C'est-à-dire que si on met vote des travaux, choix de l'entreprise, point, les questionnaires, on va dire oui, mais quel choix? Enfin, oui, pareil pour les membres du conseil syndical, mais enfin, ça nous concerne moins aujourd'hui. Donc, anticipation, anticipation. Ça veut donc dire vote par correspondance principalement. En tout cas, le vote par correspondance ne peut pas être exclu. Le vote par webinaire est possible, mais un petit peu complexe. Et vous recommandez une très grande rigueur dans la rédaction, puisqu'il ne peut pas y avoir de précision ou de correction en séance. Il n'y a pas de séance réelle qui se tient en live et donc d'adaptation des résolutions en direct lorsqu'il y a du vote par correspondance. Une petite précision, selon qui décide de passer l'AG en électronique ou par correspondance, selon quelle C'est le modalité? syndic qui a tout pouvoir. C'est lui qui décide. Bon, après, il est plus ou moins pédagogique vis-à-vis de ses copropriétaires. Et là aussi, ça dépend des périodes. C'est-à-dire qu'il y a 15 jours, le syndic avait le choix de tenir les assemblées générales en présentiel ou pas. Là, il ne peut plus les tenir. Donc, si un syndic convoque une assemblée générale à l'heure actuelle, sauf à anticiper un déconfinement, enfin voilà, de fait, il est obligé de convoquer uniquement par correspondance ou correspondance plus visio. Alors, en tout cas, c'est le syndic qui est maître de la convocation. Historiquement, ça a toujours été ça. C'est lui qui choisit le lieu, l'heure, la salle, la façon de procéder. Enfin, voilà. Et les copropriétaires peuvent protester, mais c'est lui qui décide. Euh, Est-ce qu'on a des résolutions auxquelles on doit faire prêter une attention particulière qui doivent être rédigées différemment lorsqu'il s'agit d'une assemblée générale à distance par rapport aux assemblées générales classiques? Comme j'ai déjà dit, il faut vraiment anticiper. Alors, en parlant avec les syndics, j'ai pu identifier 2 points. C'est le conseil syndical. Donc, il faut qu'à l'ordre du jour et dans le questionnaire, il y ait des noms. Ce n'est pas juste désignation des membres du conseil syndical, point. On ne sait pas qui. Donc, il faut rappeler les membres du conseil syndical existants pour que les copropriétaires puissent voter, parce que c'est un vote nominatif. Je vous rappelle la désignation des conseils syndicaux. Et dans un monde idéal, mais enfin là, on y est vraiment loin, il y aurait une appel à candidature un peu auparavant, voire une présentation des candidats au conseil syndical. On en est très très loin de ça, mais au moins qu'il y ait quelques noms, quoi. Et l'autre chose, c'est les travaux. Je l'ai déjà dit, c'est que traditionnellement, il y avait un vote du principe des travaux, choix de l'entreprise, c'était une résolution, et puis ensuite tous les accessoires. Là, on ne peut pas faire ça sur le choix de l'entreprise. Il faut permettre aux copropriétaires de choisir entreprise par entreprise, d'où l'importance de la réunion préparatoire par visio, parce que
Si c'est juste par dossier, les copropriétaires soit ne vont pas répondre ou répondre des choses, je vote comme la majorité, enfin, vous voyez, des trucs inutilisables ou prêtant le flanc à toutes les critiques et les suspicions. D'où vraiment qu'il soit éclairé, que le conseil syndical puisse informer en disant nous, notre choix, ou l'architecte également, notre choix, c'est plus telle entreprise, et qu'ensuite il puisse répondre sur des questionnaires sans qu'il y ait une dispersion totale entre toutes les entreprises. Et c'est très mauvais, quoi. Nous avons des questions sur le chat. Je vous encourage à faire comme Elisabeth Blanc qui vient d'en poster deux. La première, je vais m'aventurer à y répondre moi-même, vous me corrigerez, Maître Dino. Ne puis-je pas donner un pouvoir à une personne qui votera pour moi par correspondance? Je serais tenté de dire qu'en vote par correspondance, la notion même de pouvoir perd son sens. Alors, on en a parlé hier avec mon associé, on n'était pas tout à fait d'accord. Moi, mon premier réflexe, c'était comme le vôtre, c'est non, c'est un non-sens. Maintenant, on a revu les textes. Oui, effectivement, parce qu'on est dans une situation dérogatoire à l'heure actuelle, les textes de droit commun restent. Donc, le texte de droit commun, c'est que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote. Donc, on pourrait imaginer, alors, moi je le conseille absolument pas, qu'un copropriétaire donne un pouvoir spécial à un autre, ou même à n'importe qui, charge à lui de remplir le questionnaire et de l'envoyer. C'est une usine en gaz, c'est complètement contraire au sens. Faut dire. Et pour couper court à ça, bien évidemment, les syndics ne doivent envoyer que les questionnaires pour répondre et pas les mandats. Si vous l'envoyez, enfin les syndics envoient en même temps que la convocation, le questionnaire, votre correspondance plus le mandat, c'est sûr qu'il va y avoir des choses confuses. D'accord. Donc, il y a peut-être une question de théorie du droit, mais Oui, en bon, pratique, rendez-vous dans 5 ans avec la Cour de cassation. voilà. Mais en Enfin, non, pratique, c'est un non-sens pour moi. oui, bien sûr, parce que le pouvoir sert à faire qu'une personne qui ne peut pas se rendre à l'Assemblée générale puisse être représentée néanmoins, mais puisque par correspondance, on peut de toute façon voter, a priori, il n'y a pas de raison de donner pouvoir. Et l'autre question, lorsque l'Assemblée générale est 100% en vote par correspondance, vous l'avez dit, il faut prêter particulièrement attention à la rédaction de l'ordre du jour, puisqu'il ne pourra pas être modifié en direct. Elisa Blanc nous demande que se passe-t-il s'il y a des trous, des coquilles, des erreurs dans les résolutions? Ben là, ça ouvre la porte aux contestations. C'est-à-dire que le syndic et le président de l'Assemblée, donc qui est soit le président du conseil syndical, soit quelqu'un désigné par le syndic, vont devoir interpréter les questionnaires. Et moi, certains syndics m'ont montré des retours de questionnaires. Certaines résolutions, il n'y a pas de réponse. D'autres, c'est pas oui, non, abstention, c'est un commentaire plus ou moins déchiffrable et interprétable. Donc déjà, quand les questions sont claires, les réponses pas forcément, et c'est libre, c'est au syndic et au président de dire c'est pour, c'est contre, c'est abstention, c'est défaillant. Alors si en plus vous avez des trous, des choses comme ça, là, ça donne un pouvoir totalement arbitraire à ceux qui vont fixer le sens des votes, et à partir de là, vous ouvrez la porte à toutes les contestations. Ouais. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a une ambiguïté sur le sens ou non? S'il y a une faute d'orthographe, ça présente mal, mais c'est pas grave. Et s'il y a une ambiguïté sur le sens, par contre, là, la résolution devient très fragile. Ouais, mais enfin, c'est comme toujours. Il y a des professionnels qui vont prendre le temps, et les convocations seront nickel, tout sera très clair. Et puis il y aura des loupés, voilà, où même avec la meilleure volonté du monde, on ne pourra pas répondre convenablement, quoi. Bien sûr. Une question que j'allais vous poser, mais donc je vais la prendre d'Elisa Blanc, qui participe souvent à nos événements et qui pose beaucoup de questions, on la remercie, qui nous dit que les résolutions sont généralement précédées du terme après avoir pris connaissance de l'avis du conseil syndical, l'AG décide. Donc elle nous demande si l'avis du conseil syndical doit être communiqué pour chaque résolution. Alors, déjà, dans un certain nombre de cas, que je ne saurais vous citer de tête, c'est l'article 11, dit que le conseil syndical doit donner son avis. C'est rarissime d'avoir des avis écrits. Donc là aussi, en assemblée générale, l'avis du conseil syndical, on l'a plus ou moins clairement exprimé d'ailleurs. Là, en l'absence de tenue physique, oui, il faut mieux éviter ce type de rédaction. Maintenant, encore une fois, pour certains types de résolutions, il doit avoir un avis du conseil syndical. Donc, là aussi, anticipation. Alors l'idéal serait d'obtenir un avis écrit du conseil syndical, mais ce n'est pas toujours évident.
au moins, s'il y a une réunion, on pourra dire que le conseil syndical s'est exprimé. Je l'indiquerai à la fin de nos échanges sur la partie comment traiter les assemblées générales en période de confinement, mais Île-de-France Énergie a écrit aux copropriétés pour lesquelles nous travaillons et nous avons vivement recommandé pour les votes très importants, très structurants comme les travaux, d'avoir une note écrite du conseil syndical. Pour les votes moins importants, c'est mieux, mais on peut peut-être faire sans. Mais pour les votes les plus importants, on le recommande vivement. Je vais poser peut-être une question sur la passerelle, puisque les travaux en règle générale, et notamment de rénovation énergétique, relèvent de l'article 25. Il est rare que le nombre de votes, qu'on soit par correspondance ou en physique, permettent de passer à l'article 25. Et donc, très souvent, c'est la passerelle de l'article 25 vers l'article 24 qui permet aux travaux d'être adoptés. Comment fonctionne cette passerelle? Est-ce qu'elle fonctionne quand même en vote par correspondance? Absolument. Alors là, les textes ont été modifiés. À mon avis, ce n'était pas vraiment anticipé, mais bien. La rédaction avant le 1er juin 2020, avant le 1er juin, c'était l'Assemblée générale peut décider de procéder à un second vote. Donc, ça avait donné lieu à toute une série de commentaires pour savoir comment l'Assemblée générale décidait ou pas décidait. Certains disaient qu'il fallait un vote avant le deuxième vote. Enfin, vous voyez, bon, tout ça, c'était un peu balayé, ça se faisait automatiquement. Mais depuis le 1er juin, c'est très clair. Les textes disent l'Assemblée générale procède à un second vote. C'est automatique. Donc, vote par correspondance, ben, il y a les deux résolutions. Voilà, c'est comme avant, comme physiquement, c'est un non-sujet pour moi. Ça. D'accord. Donc, automatiquement, en analysant les votes, le syndic dit à l'article 25, ça ne passe pas. Je le fais passer à l'article 24 automatiquement. Et là, je vois si ça passe ou non. Enfin, si les conditions sont réunies, pardon. Du fait de cette modification textuelle. D'accord. Très bien. Merci pour cette précision. Autre question des participants. Anne-Claire Impens nous pose une question qui, à mon avis, est plus de la stratégie que vraiment du droit. Concernant la visio, ne vaut-il mieux pas la faire sur la base d'un projet de convocation non définitif pour ajuster la convocation suite à la visio et laisser voter ensuite? Donc, en gros, ce que vous disiez, c'est on envoie la convocation, une visio pour éclaircir les différents points et ensuite pouvoir voter. Et là, elle dit, ne vaudrait-il mieux pas faire la visio avant d'avoir la convocation définitive? Ah bon, chacun m'a fait ce qu'il veut. Hein. Là, on n'est pas, comme vous disiez, on n'est pas dans le droit. Maintenant, il ne faut peut-être pas surestimer la participation potentielle des copropriétaires à ce type de réunion. Je pense que le texte, la loi dit que la convocation est préparée avec les membres du conseil syndical, pas avec tous les copropriétaires. Ce que je dirais aussi d'expérience de nos projets chez Île-de-France Énergie, les visios, on va les assimiler aux réunions préparatoires au vote qu'on faisait quand on pouvait se réunir. Et avant les travaux, des travaux importants, on faisait systématiquement une réunion préparatoire. Donc effectivement, dans ce cadre-là, ça paraît pas inintéressant. Avant, en revanche, les études préalables aux travaux, on fait parfois des réunions préparatoires, mais c'est très loin d'être systématique, peut-être dans un cas sur 5. Donc, c'est aussi beaucoup au conseil syndical et au syndic de voir s'ils pensent que ce qui va être proposé au vote risque d'être incompris et mérite beaucoup d'explications ou pas. Alors, je vois passer la question, je vous coupe, désolé. Faut-il que le questionnaire le prévoit? Le questionnaire, pour moi, n'a pas à le prévoir. Encore une fois, le texte dit l'Assemblée générale procède immédiatement. Donc, comme les assemblées générales physiques, on procède immédiatement au second vote avec les mêmes majorités. Donc, les copropriétaires n'ont à voter qu'une fois et Sur c'est le dans l'analyse questionnaire. des votes. D'accord. Voilà. Donc, c'est l'analyse des votes qui va faire qu'on va dire article 25 rejeté, mais il y a plus d'un tiers des copropriétaires qui ont voté favorablement, donc on passe à l'article 24 et on regarde cette fois-ci s'il y a la majorité des votants. Si un copropriétaire particulièrement tordu venait contester une résolution en disant oui, mais les gens auraient pu changer de vote entre le premier vote et la deuxième vote par correspondance, ça ne tient pas la route comme argument. Le tribunal ne suivra pas. Enfin, j'y crois pas. Bien sûr. Alors, peut-être que là, je vais proposer la synthèse sur cet aspect confinement que nous avons envoyé aux copropriétés pour lesquelles on travaille. Nous avons vivement recommandé, sur la base de notre expérience et surtout des éclairages que nous avons eus du cabinet Odino, de faire des convocations à l'Assemblée générale avec vote par correspondance, avec systématiquement une note du conseil syndical en particulier sur les travaux, mais aussi sur les études préalables, avec leur avis sur ce qu'il faudrait voter et les entreprises qu'il faudrait choisir, je le recommande. Et invitation à un webinaire éventuellement doublé d'une vidéo de présentation.
La vidéo de présentation peut être un petit peu plus facile d'accès, un petit peu moins technique. Donc souvent, on fait une vidéo de présentation nous-mêmes qui sera diffusée à la copropriété. Je ne sais pas si Maître Dino, ça vous fait réagir. Oui, alors ça, enfin, j'y crois vraiment. C'est de plus en plus, on va faire des choses par visio. La visio telle qu'on est en train de la vivre, là où chacun parle devant sa caméra, c'est pas forcément ça attire pas trop l'attention. L'humain étant ce qu'il est, il va falloir mettre des vidéos. Enfin, ça viendra tout à fait naturellement. Et les fournisseurs, les syndics, enfin, qui vous voulez, on injectera de la vidéo. J'en suis absolument persuadé. Effectivement, on vote des travaux, ben, on aura une courte vidéo de l'entreprise de ravalement pour expliquer sa technique, une procédure, une courte vidéo de l'avocat pour expliquer, enfin, etc. Mais c'est évident que de plus en plus, il y aura des vidéos courtes des réunions et des assemblées générales notamment. On a une question de Monsieur Audiquet qui nous demande comment se passe en pratique le vote par correspondance et qui demande toute analogie avec l'actualité présidentielle américaine. Comment le syndic s'assure qu'il n'y ait pas de fraude sur le vote par correspondance, s'assure de l'identité et de l'intégrité de chaque questionnaire? Ça me semble assez évident que certaines assemblées générales sont pas forcément, enfin, sont entourées de certains soupçons, parce que une assemblée générale physique, enfin, moi j'ai même participé à énormément d'assemblées générales, y compris des très tendues. Bon, il y a quelques petits trucs pour un peu influencer, etc. Mais fondamentalement, on ne peut pas frauder sur les votes. Enfin, voilà, c'est pas faisable techniquement. Vote par correspondance, ça ouvre la question à beaucoup de choses. Donc oui, il y aura forcément des suspicions plus ou moins réelles. Comment on contrôlera un mystère enfin, ça, je ne sais pas répondre. En pratique, le syndic, de toute façon, n'envoie qu'un questionnaire à chaque copropriétaire, donc normalement, il n'y a que les copropriétaires qui le reçoivent, pas d'autres personnes. Et ensuite, il signe avec le numéro de lot. Donc, il est impossible qu'un lot vote plusieurs fois. Oui, ça oui. La seule possibilité, c'est que ce ne soit pas la vraie personne qui ait voté. Moi, je verrais plus, enfin, dans les possibilités, mais c'est que le questionnaire soit modifié, surchargé, Mhm. voire transformé, parce que une assemblée générale, qui vote pour, les votes se lèvent, bon, c'est quasiment instantané, on peut peut-être faire changer un ou deux copropriétaires, et encore, mais bon, fondamentalement, c'est ça. Là, les questionnaires sont reçus assez à l'avance pour le syndic. Donc, il sent monter la lame. Et si la lame ne lui plaît pas, ben, il peut rappeler les copropriétaires, il peut envoyer le conseil syndical, enfin, vous voyez, et puis substituer un questionnaire à un autre, on en jette à la poubelle parce que ça fait changer la majorité. C'est ce genre de tripatouillage qui sont envisageables. Il y a toujours une notion de scrutateur, au moins Non, deux personnes. D'accord. non, le scrutateur, il faut physiquement là. Donc, il n'y a plus de bureau par vote par correspondance parce qu'il n'y a plus de vote. C'est-à-dire que le président est de droit le président du conseil syndical, ou s'il n'y a pas de président du conseil syndical, c'est quelqu'un qui est désigné par le syndic. Là aussi, on voit le pouvoir du syndic. Le secrétaire, bah, de droit, c'est le syndic, et il n'y a personne d'autre. Donc, voilà. Donc il faut supprimer du questionnaire de vote et de l'ordre du jour le bureau. Nous avons une autre question de Monsieur Diquet qui va nous faire une transition parfaite vers la deuxième partie de notre webinaire qui concerne la mise au vote de travaux de rénovation énergétique indépendamment des conditions sanitaires actuelles et des conditions de réunion actuelles. Il nous demande, ça va être une de mes questions plus tard, mais on va prendre la sienne, peut-on pour des résolutions de travaux détaillés et pour un montant maximum mandater le conseil syndical pour le choix d'une entreprise, pour choisir un entrepreneur, un auditeur, un assistant, un maître d'ouvrage? Bien sûr, ça, les dispositions restent. Donc, si à l'ordre du jour, il est marqué mandat au conseil syndical pour choisir l'entreprise, comme ça se pratiquait très couramment, ben, voilà, la question est à l'ordre du jour, les gens votent, il n'y a aucune difficulté. Hein. Donc, on peut tout à fait imaginer que, première question, c'est le principe des travaux et le budget. Il n'y a pas de question sur le choix de l'entreprise, c'est même pas envisagé. Juste, la seule question, c'est mandat au conseil syndical pour choisir l'entreprise. Et ça fonctionne. À mon avis, ça fonctionne mieux que laisser la possibilité aux copropriétaires, en votant par correspondance sans règle de préparation, de choisir l'entreprise, parce que là, c'est la roulette russe, ce qui va sortir du chapeau. Il me semble cependant que le mandat au conseil syndical ne peut fonctionner que pour certains types de Oui, prestations.
très bonne remarque. Oui, les travaux de rénovation énergétique, ça ne marche pas parce que c'est que 24. D'accord. Donc ça peut fonctionner pour choisir un prestataire pour des études préalables, la maîtrise d'ouvrage, les études de maîtrise d'œuvre, de conception, toutes les études préalables, mais jamais pour ce qui engage des travaux. Enfin, les travaux, tout ce qui relève de la majorité de l'article 24, ça fonctionne, quel que soit le montant, je vois la question. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de majorité. Donc, un ravalement simple, c'est 24, le conseil syndical peut choisir, même si ça vaut 3 millions d'euros. Par contre, les travaux de rénovation énergétique, c'est la majorité de l'article 25, c'est pas possible. Écoutez, je vais poursuivre en partant donc sur les travaux, le vote des travaux de rénovation énergétique de manière générale. Donc, est-ce que les travaux de rénovation énergétique ont une spécificité par rapport à d'autres travaux, qui se votent de la même manière? Alors, c'est des travaux beaucoup plus lourds, c'est-à-dire que ça nécessite des études préalables, vous l'avez largement souligné, relativement importantes. Ensuite, c'est des montants très élevés, enfin, plus élevés que juste un ravalement de base, fort logiquement, avec plus d'intervenants. Donc, plus d'intervenants, c'est plus de questions, plus de choix. Enfin, c'est des projets beaucoup plus lourds et les pouvoirs publics s'attachent toujours à ce que ça soit dans une ligne à long terme au sein de la copropriété, que les copropriétaires réfléchissent à l'avenir de leur bâtiment, 10 ans, 5 ans, enfin en tout cas sur plusieurs années. Et dans ce cadre-là, vote des travaux, après des études, des votes des travaux de rénovation énergétique. Mais les particularités, c'est les majorités, les montants et le nombre d'intervenants, donc le nombre de résolutions qu'il y a à inscrire à l'ordre du jour et trouver une cohérence, parce que c'est des budgets, c'est des travaux globaux. Enfin, je veux dire, c'est difficile de faire une façade isolée sur deux. Enfin, vous voyez, c'est tout. Et on verra ça par la suite. Je pense que la jurisprudence n'accepte pas les votes bloqués. C'est-à-dire que voilà, il faut donner plusieurs résolutions, mais il faut arriver que tout soit voté ensemble. C'est justement ma question suivante. Vous l'avez dit, c'est des travaux souvent complexes qui concernent plusieurs lots et pourtant qui sont, même s'ils doivent être votés séparément, ces lots sont liés. Quand on fait à la fois le changement des fenêtres et l'isolation du bâtiment, il est hors de question de ne pas traiter la ventilation. Et puis, lorsqu'on vote un programme de travaux global qui déclenche des subventions, si certains travaux sont votés et pas d'autres, les subventions tombent. Donc, il y a une notion de cohérence globale du programme de travaux. Et pourtant, il est voté séparément par lot. Une des pratiques à Île-de-France Énergie est de faire voter une résolution préalable de principe, disant que tout ça est global. Est-ce qu'elle sert à quelque chose, cette résolution préalable? Alors juridiquement, non, parce qu'en copropriété, tout ce qui est principe, on n'engage pas les copropriétaires, on n'engage pas le syndicat des copropriétaires. Maintenant, comme vous dites, c'est très bien pour fixer le cadre préalable à l'Assemblée générale, enfin, au début de l'Assemblée générale, en disant tout ce qui va être voté, c'est tout ou rien, c'est pas au choix. Et moi, j'ai déjà assisté à des assemblées générales votant ce type de travaux. Enfin, effectivement, les copropriétaires sont globalement intelligents, c'est tout ou rien qui est voté. Ils ne commencent pas à voter les changements de fenêtres sans la VMC. Parce que, comme vous disiez, ça n'a pas de sens. Et alors, même si on doit voter par lot, on l'a bien compris, les travaux de rénovation énergétique sont parfois liés par nature. Je l'ai dit, une fenêtre et la ventilation, c'est lié par nature. Parfois, le changement des occultations devient obligatoire de fait parce que la fenêtre est changée, parce que l'isolation est posée. Est-ce qu'on peut faire un vote groupé? Alors, si vraiment les travaux sont inséparables, oui, il peut y avoir un vote groupé. La jurisprudence dit si ça peut être voté séparément, si on peut faire l'un sans l'autre, il ne faut pas faire un vote bloqué parce qu'il faut donner le choix aux copropriétaires. Si en revanche, enfin, je donne un exemple. Ben voilà, si on change une canalisation, on va pas voter chaque morceau de canalisation en disant l'eau va passer d'un étage à l'autre. C'est totalement groupé, ça doit être voté ensemble. Donc si techniquement on peut justifier que ben, c'est pas faisable autrement ou pas faisable parce que les professionnels refusent de faire ce type de travaux parce que ça va générer des pathologies, on peut faire un vote unique parce que c'est totalement justifié. Euh, Une question peut-être plus stratégique que sur la manière de rédiger les convocations. Euh,
Lorsqu'il y a un recours, il y a toujours des questions sur quelle attitude adopter. Parfois, que ce soit pour des études préalables ou pour des travaux, il y a des recours alors que la résolution a été adoptée avec des majorités très confortables. Et il se pose toujours la question de comment réagir, quelle Alors, attitude adopter. il y a deux grandes possibilités. La première possibilité, c'est on attend que la procédure soit terminée, moyennant quoi vous êtes parti pour des années et des années, parce que les procédures, c'est très long. Les contestations d'Assemblée générale, c'est à l'heure actuelle, c'est à minima 1 an et demi avant d'avoir une décision. Donc, même si vous gagnez et qu'il n'y a pas d'appel, parce que là, c'est rendez-vous dans 3 ans, entre-temps, de toute façon, les devis sont plus valables, donc vous devez revoter, nouvelle contestation, vous ne faites jamais les travaux. Donc, quand il faut faire une analyse de la contestation, bien évidemment, mais si c'est quelque chose de très formel, et bien souvent la contestation d'Assemblée générale, c'est très formel parce que le cadre légal le veut, moi je conseille vraiment au syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux, d'avancer. Une fois que les travaux sont faits, ben, ils ne peuvent pas être défaits, c'est une évidence. On va faire approuver le compte travaux et si la majorité est là, ben, elle est là, fin d'histoire. Maintenant, dans ce processus-là, quand je dis ça, ça a l'air très simple. Il y a quand même quelqu'un qui va mouiller sa chemise, c'est le syndic. Parce que potentiellement, si l'Assemblée générale est annulée et si la majorité change en disant mais pourquoi vous avez fait ça, nous finalement on refuse les travaux, ben, le syndic n'est pas du tout bien parce qu'il a engagé sa responsabilité à hauteur des travaux. Et comme on n'arrête pas de le dire, c'est des travaux sont très très lourds. Il y a des syndics qui sont très réticents, voire qui refusent. Et on peut comprendre pourquoi. Mais bon, la logique, c'est fondamental. Si on attend la fin des procédures, faites pas les travaux. C'est aussi simple que ça, quoi. Alors au D'accord. début, il ne faut pas se précipiter pour faire les travaux, il faut un peu juger, mais quand on voit que vraiment ça mène à rien, que c'est que quelques copropriétaires ultra minoritaires qui, quoi qu'il advienne, contesteront, enfin, à un moment, il faut passer à autre chose, quoi. D'accord. Donc, vous proposez deux approches, soit revoter, soit avancer, mais a Enfin, les priori, deux, ce ne que pas mieux, c'est attendre la fin des c'est procédures. que, voilà, on avance et puis on fait voter parce que bon, il arrive que Ah, l'Assemblée générale contestée je crois soit qu'on ne pas vous la entend demande plus. contestée pour une problème de forme. Trop dino. Oui. Qui a un problème de forme, c'est-à-dire que certaines, par exemple, les convocations n'ont pas été distribuées dans le délai de 21 jours. Donc là, c'est sûr, l'Assemblée générale va être annulée. Dans ce cas-là, on fait immédiatement, on retient une Assemblée générale pour purger le problème de forme. Mais quand on a purgé les problèmes de forme et qu'on reste dans des. Enfin, les demandes, ça repose vraiment sur les chicaneries, plus ou moins des affabulations, là, il faut passer aux travaux. Je comprends. Nous avons une question d'Elisa Blanc sur la manière de faire voter des votes par bâtiment, en disant lorsque certains bâtiments votent favorablement à un projet de rénovation énergétique et que d'autres bâtiments votent contre, que se passe-t-il? Alors, soit techniquement c'est faisable, parce que notamment il n'y a pas d'installation de chauffage commune. Donc, bon, ben, on peut tout à fait. Enfin, je suis pas, là, je dis pas, c'est un peu mon rôle d'avocat, mais j'imagine qu'on peut avoir un bâtiment ravalé sans isolation et puis un autre ravalé avec isolation. Bon, voilà. Si on a des contraintes techniques où ben, le chauffage est global, oui, oui là, c'est un vrai sujet, mais bon, je pense que ce n'est pas l'objet ce jour de répondre à ces questions très techniques où il faut étudier le règlement de copropriété. Enfin, faut vraiment se plonger en profondeur dans le dossier. Ouais, effectivement, je pense que ça dépend beaucoup des règlements de copropriété et des clés qui existent. Lors du vote de travaux, une question à laquelle nous sommes très souvent confrontés, c'est la quantité de documents à fournir. C'est-à-dire que si on doit fournir pour chacun des lots 2 ou 3 devis accompagnés de toutes leurs annexes, c'est à peu près la forêt amazonienne à chaque assemblée générale qu'on doit couper pour imprimer. Puis ça n'a aucun sens, aucun de ces papiers serait lu. Est-ce qu'il est possible de ne pas joindre la totalité de ces offres pour chaque lot à chaque fois, par exemple en joignant seulement une synthèse grâce au rapport d'analyse des offres de la maîtrise d'œuvre? Oui, tout à fait. Là, le texte est clair. C'est l'article 11 du décret de 67 qui dit que c'est des éléments essentiels. Les éléments essentiels, ce n'est pas la totalité des devis. Comme vous dites, ça fait des pages et des pages dans ce type de projet. Donc, le rapport d'analyse d'offres est tout à fait suffisant. Et, les tribunaux le répètent à chaque fois. Donc, voilà. Donc, mais ça représente même pas mal de documents déjà, mais pas tout. D'accord. Je vous remercie pour ces précisions. Dans le document écrit, vous pourrez trouver la liste des informations qui doivent figurer dans ces synthèses. Ce sera un peu laborieux de les expliciter à l'oral.
Les travaux, vous l'avez dit, se votent par lot, mais est-ce qu'il faut que pour chacun, normalement pour chacun des votes de travaux, il faut aussi ajouter le bureau de contrôle, le coordinateur SPS, l'assurance dommage ouvrage, les honoraires de maîtrise d'œuvre, en général des aléas, des honoraires de syndic. Est-ce qu'on peut les globaliser ou est-ce que tout ça, ça se vote par lot? Non, c'est globalisé, c'est la chose traditionnelle, c'est le principe des travaux, les travaux avec l'entreprise, et ensuite il y a un récapitulatif du montant total des travaux qui ont été votés. Et là, on passe aux accessoires, entre guillemets, l'horaire de maîtrise d'œuvre, le bureau d'études, enfin, tout ça, c'est globalisé. Hmm. Autre question en copropriété, et il y a toujours cette séparation entre les travaux communs, les travaux collectifs, enfin les travaux sur les parties communes, les questions de parties privatives, et puis cet entre-deux que sont les parties privatives d'intérêt collectif, qui sont définies par la loi. Nous nous interrogeons souvent sur certains éléments qui nous semblent pouvoir relever de l'intérêt collectif, comme les émetteurs de chaleur, mais qui ne figurent pas dans les textes, dans l'arrêté, je crois que c'est un arrêté ou un décret, enfin dans le texte réglementaire qui décrit les travaux privatifs d'intérêt collectif. Est-ce que l'Assemblée générale peut décider de changer des parties qui ne sont pas prévues? Non, le texte est restrictif. Voilà. Maintenant, c'est comme toujours. Si c'est voté et pas contesté dans le délai de 2 mois, ça va s'appliquer. Mais c'est contestable. Donc là, il faut. Mais je pense que vous avez des projets en la matière, c'est faire du lobbying pour que le texte soit étendu. Je pense effectivement qu'à l'issue du travail que nous avons réalisé ensemble, nous proposerons une série d'ajustements du cadre législatif et réglementaire pour pouvoir notamment élargir les travaux créatifs d'intérêt collectif. Autre question un petit peu technique, attendez, celle-ci est trop longue. Le décret sur les travaux dit embarqué. Alors c'est un surnom évidemment, le décret s'appelle pas comme ça, c'est le décret qui explique qu'il est obligatoire d'isoler à l'occasion des ravalements de façades et des rénovations de toiture, à l'exception de certains cas, complexité architecturale, impossibilité technique ou non rentabilité notable. On entend souvent qu'il y a cette obligation, mais que de toute façon, il n'y a pas de sanctions. Est-ce qu'il existe des sanctions dans la loi? Oui, il y a des sanctions pénales. Maintenant, est-ce qu'elles sont appliquées? Bon, je n'ai pas entendu de cas. Par contre, ce que j'ai déjà entendu, c'est que pour faire ce type de travaux, même un ravalement, il faut une déclaration de travaux auprès de la mairie. Et il y a des mairies qui bloquent en disant vous ne respectez pas ces textes et à partir de là, on ne vous donne pas les autorisations administratives. Et donc, les travaux ne peuvent pas avoir lieu, ce qui est, enfin, c'est pas vraiment une sanction, mais ben, voilà, les travaux, les travaux obligatoires doivent être réalisés. D'accord. Donc, ça se fait plus à l'amiable, entre guillemets, en négociation avec Ah, les c'est une autorités. contrainte assez forte, mais Ouais, voilà, personne va devant un tribunal correctionnel. ouais. Mais l'amende dont j'ai relevé qu'elle était de 45 000 euros quand même pour les utilisateurs du sol, pour les bénéficiaires des travaux, pour les architectes, pour les entrepreneurs et toute autre personne responsable de l'exécution. Donc, c'est pas négligeable, 45 000 euros, et puis ça concerne beaucoup de personnes. Elle est au moins pour l'instant théorique, mais par contre, ça peut conduire à ce que les collectivités demandent de revoir les projets de travaux. Et bon, après, c'est la politique des collectivités, mais je suis assez persuadé que de plus en plus, les collectivités vont être attentifs Mhm. à ce type de texte. Ouais. Euh, alors, bon, celle-ci, vous y avez déjà répondu, mais on peut la reposer. Le conseil syndical doit-il se mouiller à l'occasion d'un vote? Alors, pour moi, c'est une évidence. Les gros projets, les travaux de rénovation énergétique, c'est vraiment des très gros projets. Ça nécessite une mobilisation assez intense à la fois du syndic, parce que si le syndic ne veut pas le faire, ça ne se fera pas, enfin, hein, et du conseil syndical. Donc les membres du conseil syndical se dévouent pour la communauté, voilà, pour porter le projet, pour le monter, pour le soumettre à l'Assemblée générale, et tout naturellement, ben, voilà, ils doivent être moteurs. Si ce n'est pas le cas, je pense que le projet a abouti même pas à être présenté à l'Assemblée générale, et puis il est reporté. Enfin, c'est la tendance naturelle de beaucoup de copropriétaires, c'est de prendre un prétexte, de dire on n'a pas tous les éléments, on verra l'année Mhm. prochaine. Ouais, L'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine. Et puis entre-temps, il n'y a pas d'appel de fonds de travaux. ouais. Question sur le chat, et n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Sur la possibilité de soumettre une résolution à l'obtention des subventions. Est-ce qu'on peut mettre des conditions suspensives à la mise en œuvre d'une résolution? Pour moi, non, parce que
va y avoir des problèmes sur les mutations. Et puis, alors, quel montant de subvention? Enfin, vous voyez, je vois très difficilement comment articuler ça en pratique, parce que l'Assemblée doit voter un plan de financement. Donc, le syndic doit appeler. Ensuite, les subventions, on les a débloquées. Enfin, je ne suis pas un grand spécialiste de ça, mais le déblocage se fait bien après. On n'a jamais de certitude précise sur est-ce qu'on va les obtenir, quel montant, etc. Donc, ce qui se passe en pratique, c'est que c'est voté comme ça. Et si il apparaît que les subventions ne sont pas là pour X raisons, il y a une nouvelle Assemblée générale qui se tient, et puis on explique aux propriétaires que les conditions financières ont radicalement changé, et ils annulent ce qui a été voté, étant précisé que l'Assemblée générale peut toujours défaire ce qu'elle a voté à deux conditions suivantes. Il ne faut pas que les travaux aient été réalisés, c'est une évidence, une fois que le raballement est fait. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de droit acquis aux copropriétaires, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je comprends bien votre réponse où vous dites que mettre une condition suspensive est un peu flou parce qu'il faudrait être très précis. Mais par contre, c'est vrai que dans les assemblées générales, certains copropriétaires disent oui, mais on a des doutes, il ne faut pas que ça se réalise. Ça peut servir à rassurer certains copropriétaires parfois, ces conditions. Oui. Après, comme vous dites, c'est comment on rédige ça. Est-ce qu'on obtient une subvention, ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce que si on obtient 1 000 euros sur 1 million, bon, voilà, une subvention. Moi, j'ai aucune pratique, je ne suis pas de syndic, mais j'ai entendu longuement les syndics parler de ça. Oralement, oui, on sait qu'on va avoir une subvention, mais il n'y a jamais de certitude absolue. Ouais. Donc, je comprends. Ce n'est pas fondamentalement impossible, mais complexe à mettre en œuvre. Ouais. Combien de devis? On a souvent cette question. Il faut au moins 3 devis, au moins 2 devis, au moins… La mise en concurrence, pour moi, c'est à partir de 2 devis. Enfin, je ne reste pas dans ceux qui disent ça. Maintenant, ces gros travaux-là, la difficulté, c'est d'obtenir même 2 devis pour les travaux à 1 000 euros. Bon, voilà, une entreprise sous proportion. Enfin, les travaux dont on parle, c'est pas vraiment un sujet. Mais il y a toujours au moins 3 entreprises qui sont. Et s'il y a eu sollicitation sérieuse de plusieurs offres, mais qu'à la fin, il n'y a qu'un devis qui a été obtenu ou qu'un devis conforme aux attentes? C'est une mise en concurrence dès lors que les entreprises ont été interrogées. Donc, ce qui est obligatoire, ce n'est pas la présentation de plusieurs devis, c'est de montrer qu'il y a eu une mise en concurrence. Ouais. Mais encore une fois, quand on interroge les entreprises pour des travaux très importants, il y a des réponses. Ouais. Mais vous avez raison sur la plupart des lots, mais il peut arriver sur certains lots, parfois un peu complexes, que ce soit un peu difficile. Mais bon, dès lors que les entreprises ont été interrogées, on a bien la preuve, il y a eu une mise en concurrence. Le fonds de travaux. Le fonds de travaux est souvent de montant un petit peu modeste par rapport à des travaux structurants comme les travaux de rénovation énergétique, parfois même symboliques. Par contre, par rapport au montant des études, il peut être important et permettre de les financer entièrement. Est-il possible d'utiliser le fonds de travaux pour financer des études préalables aux travaux? Oui, oui, les textes sont clairs là-dessus, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais, écoutez, moi, je suis arrivé au bout des questions. Il y en a encore pas mal d'autres dans le livret, dans la publication. Je ne sais pas si certains participants veulent poser des questions supplémentaires. Elles sont encore bienvenues pendant quelques minutes. Je vais vous encourager à ouvrir cette publication réalisée avec talent par le cabinet Audino sur la mise au vote des travaux de rénovation énergétique. Donc, c'est un guide qui est destiné aux syndics et aux conseils syndicaux, à tous ceux qui peuvent être concernés par la rédaction de résolutions et stratégies de mise au vote. Vous le trouverez, donc là, il y a un lien court, vous le trouvez aussi sur le site du programme Récif et d'Île-de-France Énergie. Nous allons ajouter, on l'a fini ce matin, l'addendum qu'on a fait un petit peu dans l'urgence, qu'on a demandé au cabinet Audino de rédiger sur cette question très spécifique du vote pendant la période de confinement. On a choisi de ne pas l'intégrer à ce livret parce que ce livret devrait avoir une durée de vie longue, alors que l'ajout qu'on a préparé ensemble en novembre, on a bien l'impression qu'il va être évolutif. La première version que nous avait rédigée le cabinet Audino parlait de couvre-feu. Il y avait toute une partie sur le couvre-feu que nous n'avons pas jeté parce qu'il se pourrait qu'un jour elle nous soit utile, mais que nous avons retiré dans la version qu'on va mettre sur notre site dès cet après-midi. Donc voilà, 2 documents distincts, l'un sur la mise au vote des travaux de rénovation énergétique, l'autre sur les stratégies d'organisation des AG et notamment de vote de résolution un petit peu complexe malgré le confinement et la possibilité de tenue physique des assemblées générales. Je vois qu'il y a
une question qui est arrivée pendant que je dis ça. À quel moment une convention de servitude de surplomb ou d'empiètement doit-elle être votée? C'est un classique, ça, quand on fait de l'isolation par l'extérieur, puisqu'on va toujours aller 15 centimètres plus loin que le mur si on est en limite de propriété. Ben, en même temps que les travaux, ouais. Mais enfin, il suffit pas de la voter parce que ça, le syndicat de copropriétaires qui réalise les travaux est toujours pour. Il faut arriver à obtenir un accord avec le voisin. Et j'ai vu des cas où l'accord ne pouvait pas être obtenu pour diverses raisons. Ouais, je trouve les copropriétaires qui reçoivent la demande, c'est-à-dire les voisins de ceux qui font les travaux, d'une manière générale, je les trouve pas du tout constructifs. Surtout on peut rédiger des conventions de surplomb tout à fait bien qui n'obligèrent pas l'avenir parce que le voisin peut se dire bah oui, mais vous allez me prendre 15% du volume et si jamais j'ai besoin de ces 15% de volume, je les aurais définitivement perdus. Et non, on rédige les conventions en disant si jamais le voisin a besoin de ça, notamment pour construire, ben, on enlèvera l'isolation aux frais du syndicat qui a réalisé les travaux. Mais j'ai assisté à les assemblées générales où on disait est-ce qu'on doit quelque chose aux voisins? Non, ben, on n'a pas besoin, on n'a pas de raison de leur faire plaisir, on ne leur doit rien, on vote contre. Ouais. Fin de l'histoire. Et là, vos travaux d'isolation par l'extérieur, c'est fini. Et est-ce que ça se résout en offrant une boîte de chocolat ou en payant une rénovation de la cage d'escalier? Bah, oui, oui, après, il y a l'argent, mais là aussi, j'ai vu des syndicats des copropriétaires qui n'étaient pas du tout raisonnables, qui demandaient des fonds, enfin, qui n'avaient Ouais. aucune justification, parce que fondamentalement, ils ne voulaient pas que ça soit fait. Et j'arrive pas à comprendre le ressort psychologique, à part l'attachement primaire à la propriété, le raisonnement qui fait qu'ils ne veulent pas, quoi. Donc, Et enfin, moi, je suis régulièrement saisi, et en pas mal de cas, on n'arrive pas à se mettre d'accord, hein. ouais. Donc, la réponse relève du droit, mais aussi beaucoup de la Et psychologie. juste une précision, il existe très clairement une légende urbaine qui dit que dès lors que vous avez le permis de construire, vous avez le droit de mettre l'isolation thermique. C'est faux, c'est absolument faux. Vous n'avez pas le droit de construire chez votre voisin parce que vous avez le permis de construire. Mais C'est peut-être j'entends confondu avec le régulièrement. tour d'échelle, le droit de tour d'échelle qui, lui, Voilà, mais existe, c'est temporaire le tour d'échelle, bien c'est sûr. pas définitif. Merci pour ces précisions. Donc, le guide est déjà disponible. Et puis, par ailleurs, eh bien, dans le cadre de cette semaine de la rénovation énergétique, vous savez qu'il existe beaucoup d'événements et que vous pouvez venir nous trouver pour des travaux de rénovation énergétique. Si vous êtes encore à des étapes de réflexion un peu amont, les espaces conseils faire sont à votre disposition. Et puis, on vous propose aussi en ce moment et encore quelques semaines jusque début décembre, de suivre une formation gratuite en ligne à distance avec le MOOC Renoco Pro que nous avons réalisé avec l'Agence locale de l'énergie du Grand Lyon et l'ASDER, qui est disponible en ligne. Venez vous inscrire. Nous avons eu sur la première session, c'est la deuxième en ce moment, sur la première session, nous avons eu 1600 personnes qui sont allées jusqu'au bout avec un taux de satisfaction, je vous assure, non trafiqué de 100%. Donc, n'hésitez pas à le suivre. On est sur un effort de travail d'1h30 par semaine x 5 semaines. Donc, c'est plutôt raisonnable et ça vous permettra de devenir le leader ou un des leaders des projets de rénovation énergétique, soit de votre portefeuille de copropriété si vous êtes syndic, soit de votre copropriété si vous êtes aux membres du conseil syndical. Merci beaucoup, Monsieur Dino, pour toute l'expertise et les précisions que vous nous avez apportées. De rien, c'était un plaisir également pour moi, non, mais notre coopération a été très agréable. A priori, on se recroisera au salon de l'UNARC, le salon virtuel prochainement. Exactement, on se voit encore. Et puis, à tous, si vous avez besoin de conseils juridiques sur les conventions de piétement ou tout autre sujet de droit de l'immobilier, le cabinet Odino est un cabinet expert là-dessus. Et donc, vous trouverez le produit des analyses dont nous avons parlé pendant cette heure en ligne sur nos sites. Merci à tous et à bientôt. Bonne fin de